France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Marc Bloch et Samuel Paty. Quel symbole pour le Panthéon. Le 23 juin 2026, 82 ans après son exécution par les nazis, l'historien et résistant Marc Bloch entre au Panthéon. Mais dans le même temps, un collectif demande la panthéonisation de Samuel Paty, victime du terrorisme islamiste et symbole de tous les enseignants, de toutes les enseignantes qui combattent chaque jour, à qui la patrie doit être reconnaissance. Depuis Mirabeau, le premier à entrer au Panthéon sous la Révolution, le premier à en sortir aussi, la portée symbolique de ce lieu a évolué. Qu'en est-il aujourd'hui ? Ici Paul Dubois qui vous parle du coin du boulevard Saint-Michel et de la rue Soufflot. Eh bien, je ne vous apprendrai pas qu'il fait ce matin un temps superbe. Il n'y a pas un nuage dans le ciel et déjà le soleil brille. Dès 8 heures, les abords du Panthéon ont été déblayés par les gardiens de la paix. La rue Soufflot tout entière a été dégagée. Une émouvante cérémonie s'est déroulée cet après-midi au Panthéon, en présence de Monsieur le Président de la République, à l'occasion de l'inauguration des plaques offertes par l'Association des écrivains combattants à la mémoire des écrivains morts pour la France lors du dernier conflit. Entre avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle, nos frères dans l'ordre de la nuit. Mes chers camarades, nous allons défiler devant le tombeau de Jaurès, mais je tiens à mettre en garde, en raison de la température très froide de la crypte, ceux qui craignent un refroidissement, et je demande en particulier à notre ami Léon Blum de nous faire l'amitié de ne pas descendre, ni ceux qui éventuellement pourraient craindre un refroidissement. Nous avons ici croisé, évidemment, Jean Moulin, c'est le discours de Malraux, mais aussi Jean Jaurès à travers une cérémonie en 1947 à laquelle participait Léon Blum. Il ne faut pas descendre dans la crypte parce qu'il fait froid. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à ce que signifie le Panthéon et à la panthéonisation de Marc Bloch et pourquoi pas celle de Samuel Paty. Avec vous, Joël Alazard, bonjour. Bonjour Xavier. Vous êtes professeur de recherche supérieure en histoire au lycée Louis-le-Grand à Paris. Vous êtes président de l'association des professeurs d'histoire-géographie. Avec nous également dans le cours de l'histoire aujourd'hui, Henri Rousseau, bonjour. Bonjour. Historien, directeur de recherche émérite au CNRS. Vous allez pouvoir nous éclairer sur ce que signifie le Panthéon aujourd'hui, mais plus globalement des lieux de mémoire, parce que vous présidez la mission de ce musée mémorial du terrorisme. Il va falloir, Henri Rousseau, nous dire où en est ce projet. Valérie Gounet, bonjour. Bonjour. Historienne, directrice adjointe de l'Observatoire du conspirationnisme, avec la panthéonisation ici de Marc Bloch et pourquoi pas celle de Samuel Paty. Il y a toute une réflexion aussi à porter auprès de la jeunesse. Et avec nous, Mathis Bloch, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant en histoire à l'université Paris 1 Sorbonne. Votre thèse porte sur Villejuif, la banlieue rouge et le Grand Paris. Une thèse sous la direction de Emmanuel Bélanger et Jean-Louis Briquet. Avec ici ce regard à porter pour la jeunesse qui porte l'histoire. Vous êtes l'arrière-petit-fils de Marc Bloch. Vraiment, moi j'ai une question qui me revient sans cesse en tête au moment de parler de panthéonisation. Henri Rousseau, ça signifie quoi le Panthéon aujourd'hui ? Quand on dit le Panthéon, c'est une institution qui est peut-être écrasée juste par un nom et qui ne reflète pas la réalité qu'elle porte. Je répondrai spontanément, le Panthéon c'est d'abord une histoire. Tous les lieux de mémoire, c'est presque une banalité aujourd'hui de le dire, ont une histoire. Le Panthéon d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le Panthéon de sa création. Il y a eu plusieurs étapes. Nous sommes aujourd'hui, je pense, je l'espère en tous les cas, parce que on ne peut pas séparer à la fois un diagnostic et une sorte de projection vers le futur. Le Panthéon doit représenter ce que doit être la France de demain. Voilà, c'est quelque chose que je ressens spontanément. La France d'hier, on n'a pas trop d'inquiétude dans ce pays sur la célébration du passé, l'entretien du passé, l'entretien de la mémoire. En revanche, ce qui est beaucoup plus en jeu, c'est lorsqu'on fait entrer par exemple des personnalités au Panthéon, c'est le débat d'aujourd'hui, ou lorsqu'on crée des lieux de mémoire ou d'histoire, c'est ce que j'ai en charge. Quel est le message qu'on veut passer pour demain, pas simplement pour hier ou pour aujourd'hui, c'est pour demain. J'anticipe le débat, mais les deux personnalités dont nous allons parler aujourd'hui nous parlent de demain, en tous les cas, de ce que devrait être la France et le monde de demain, et pas simplement ce qu'il était hier. Joël Alazard, vous pouvez nous présenter ce comité qui veut mettre ici une image très forte à la une de l'actualité, c'est l'entrée de Samuel Paty au Panthéon, et je le dis par honnêteté, je fais partie aussi de ce comité. Quel est-il ? Alors c'est un comité que nous avons constitué d'abord autour de Gaël Paty, qui est à l'origine de cette initiative et qui regroupe finalement tous ceux pour qui Samuel
doit rentrer au Panthéon à la suite de Marc Bloch, parce que il nous semble qu'il y a une continuité, il y a une filiation forte entre les deux. Marc Bloch, le grand historien, le grand savant, l'universitaire auquel on rend hommage, et Samuel Paty, le professeur qui finalement transmettait les mêmes valeurs, mais qui croyait qu'on pouvait les transmettre dans sa classe, au cœur de l'école de la République, et qui a été assassiné pour avoir fait son métier, pour avoir enseigné la liberté d'expression, pour avoir enseigné la laïcité. Et donc nous trouvons que ce serait un très beau symbole. 5 ans après l'assassinat, maintenant que l'émotion est passée, maintenant que le deuil est passé, la justice est passée aussi, il est temps de se donner aussi des symboles forts. Il est temps de dire ce que cet assassinat était. C'est pas un fait divers. C'est pas un fait divers. C'est vraiment une atteinte au fondement de la République. Parce que quand on touche à un enseignant, on touche à une institution très particulière qui est l'école de la République, qui forme les citoyens, qui doit former des jeunes gens émancipés avec un esprit critique. Et donc, ce serait un geste fort aussi, un message fort pour tous les enseignants d'une portée inédite, de leur dire ce que vous faites au quotidien compte pour nous. Oui, la liberté d'expression, nous y tenons. Oui, la laïcité, nous y tenons. Et vous qui faites tenir tous les jours la promesse républicaine dans la plus grande des discrétions et sans trop d'appui, parfois dans l'isolement, parfois avec une certaine fatigue, nous vous appuyons. Et puis Joëlle Alazard, vous faites vraiment un bel écho à ce que vient de dire Henri Rousseau. L'enseignement d'aujourd'hui, c'est pour construire la France de demain. Ces jeunes gens d'aujourd'hui, dans 20, 30, 40 ans, seront aux commandes du pays. Et donc, c'est ici que tout se joue avec, je le rappelle, vous avez évoqué la justice, le fait que vous ayez été témoin dans le procès Samuel Paty, en qualité de président de l'association des professeurs d'histoire-géographie. Ce procès, Valérie Higoudet, vous l'avez observé, vous en avez tiré un ouvrage, Samuel Paty, un procès pour l'avenir. Et puis il y a Crayon Noir aussi, parce que je voudrais signaler à cet ouvrage avec Guy Le Benneret, qui est ici un ouvrage qui raconte, je prends le sous-titre, Samuel Paty, l'histoire d'un prof. Ce moment-là, j'ai presque envie de le dire au pluriel, entre l'annonce qui a vraiment terrorisé la France entière de l'assassinat d'un enseignant jusqu'au procès, c'est aussi une histoire qui nous parle et qui a été l'occasion de dire des choses. Oui, c'est une histoire qui nous parle, et je pense que justement le nom de Samuel Paty, j'allais dire, peut-être intergénérationnel. Ça veut dire qu'on l'a vécu. Et c'est vrai que depuis que j'ai jamais rencontré Samuel Paty, mais depuis que j'ai commencé à écrire sur cet homme avec des archives, ce sont 2 livres d'histoire, faut bien le savoir, quoi. Et depuis qu'on a fait ce roman graphique avec Guy, il fallait qu'on fasse un roman graphique. Je voulais. Pourquoi, justement ? C'était pour ne cesser d'intervenir dans les établissements scolaires. Et je vous parle pas de Paris. Je vous parle dans la France entière et dans tout type d'établissement scolaire, pour faire résonner le nom de Samuel Paty. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ils connaissent ce nom. Il fait partie de la mémoire nationale. Et justement, il y a aussi une double dimension. Il y a l'histoire du Panthéon et il y a l'histoire de cet homme qui a été assassiné suite à une fatwa numérique. Et je crois que c'est bien ça que la justice aussi a voulu démontrer, mais c'est bien ça que... donc on est sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que quand on montre l'index de ce père dont sa fille a menti, qui appuie, l'histoire est partie. L'histoire de la fatwa numérique est partie. Donc c'est ça, Samuel Paty, et c'est l'histoire immédiate et contemporaine. Le mensonge d'une élève, relayé par le père de cette élève, et cet emballement après dans un monde qui s'apparente au conspirationnisme. Ici, vous en êtes la spécialiste, Valérie Higoudet. Totalement. On est aussi après le père, ou avec le père, évidemment, avec Abdelhakim Sefrioui, qui est un propagandiste professionnel et qui prend les choses en main. Donc, tout part d'un mensonge qui est instrumentalisé. Et à ce moment-là, Samuel Paty va être progressivement, il est visé très tôt, et va être la cible de ces terroristes, parce qu'ils considèrent ça un blasphème. Alors je ne sais pas si on reviendra sur le cours, qui visait les musulmans.
Et là, c'est d'une violence extrême. Et on est aussi dans un collège où tous les enseignants, quasiment tous, et ça il faut pas l'oublier, excepté 2, sont avec Samuel Paty. Et la France entière, les enseignants, je pense, de la France entière, moi aussi qui les rencontre, et Joël beaucoup, et tout le monde les rencontre, c'est vraiment l'avant et l'après Samuel Paty. Le excepté 2, quels sont les arguments de ces 2-là ? C'est assez en quelques minutes, quoi. C'est qu'ils considèrent que déjà avoir fait sortir, mais c'est pas l'histoire réelle, des élèves pendant un cours, ce n'est pas une bonne notion. Pour pas qu'ils voient les caricatures qui pourraient être offensantes. Parce qu'il aurait visé les musulmans. Mais on est là dans le mensonge. Ce n'est pas du tout. Donc ça part aussi de là. Ça part aussi de là avec vraiment de l'émotion, mais le Panthéon est aussi lié à cette histoire d'émotion. Henri Rousseau l'a mise en place ici dans une église, parce que à la base le Panthéon c'était une église, d'un lieu pour recevoir les gens. C'était pour créer une émotion populaire. Nous ne sommes pas du tout dans l'histoire au moment de panthéoniser quelqu'un. Oui, c'est l'histoire, c'est la célébration, c'est la liturgie. Enfin, encore une fois, le Panthéon reprend, même si c'est un lieu de rupture, faut pas l'oublier. C'est Mona Ozouf qui le dit dans les lieux de mémoire. Le Panthéon symbolise quand même en France la rupture entre l'ancien régime et ce qui va venir après, c'est-à-dire la modernité. Mais l'histoire du Panthéon elle-même est assez parlante, puisque c'est une église, on le sait, mais c'est une église qui va devenir un lieu profane sous la Révolution, mais qui va redevenir une église sur la Restauration, qui va redevenir un lieu profane, qui va redevenir une église. Bon, pour aller vite, c'est à partir de la panthéonisation de Victor Hugo, à la fin du 19e, que le Panthéon va s'installer définitivement comme le temple des grands hommes de la République. Alors déjà, quand je dis ça, je mets des guillemets. On reste dans la liturgie. Et je pense, enfin là, je parle à titre tout à fait personnel, la République, même dans sa laïcité, même dans ses fondements, a besoin de liturgie. Et le Panthéon en fait partie, sauf que le Panthéon a évolué. Et depuis le XXe siècle, on va dire, la plupart des figures qui sont rentrées au Panthéon n'ont jamais été complètement des figures consensuelles. Il y a toujours eu des débats. Et d'ailleurs, il y en a qui ne sont pas rentrés, alors même que tout indiquait qu'ils auraient pu y être. Donc, on est dans quelque chose qui est vivant et quelque chose qui va... Enfin, je pense que dans les débats dans lesquels nous sommes aujourd'hui, ou qui vont peut-être surgir, nous sommes dans quelque chose qui est... Le Panthéon est un lieu vivant. Voilà, c'est un lieu qui ne va pas forcément refléter toute l'histoire de la France, mais qui va refléter un certain nombre de perspectives, de représentations que l'on a aujourd'hui sur ce qu'était le passé, je le répète, pour demain, pas simplement pour hier. Avec des valeurs ici qui sont mises en avant, Joël Alazard, c'est vraiment cela aussi qui importe dans cette démarche. Il y a des personnalités bien sûr au Panthéon, mais ce sont surtout les valeurs portées par ces personnes qui nous intéressent. Oui, on rentre pas au Panthéon à cause de ce qu'on a subi, mais à cause de ce qu'on incarne. Et à un moment donné, ça correspond aussi aux besoins de la nation, du régime, aux repères, aux boussoles qu'on veut se donner. On dit toujours que le Panthéon, c'est pas un musée, c'est un geste par lequel la nation dit ce qu'elle veut être, dit ce qu'elle veut demeurer. C'est pour ça aussi qu'on a fondé ce collectif pour panthéoniser Samuel Paty. Et encore une fois, après Marc Bloch, il nous semble logique de rendre hommage à ces professeurs ordinaires, à ces héros tranquilles de la laïcité, pour reprendre les mots de Robert Badinter prononcés au lendemain de l'assassinat de Samuel Paty, et nous envoyer un message fort. Envoyer aussi un message fort d'ailleurs aux élèves, pas seulement aux enseignants, pour qu'ils sachent que ce qui se passe dans nos classes tous les jours est important et que ça mérite d'être défendu. Et c'est très important aussi de le souligner parce que ici, à Valérie Gounet, c'est quelque chose que vous constatez sans cesse au moment de rencontrer les élèves. Il y a un intérêt majeur sur leur actualité, ils ne sont pas du tout déconnectés de l'actualité. Il y a cette besoin de compréhension. Vous faites paraître Sur le chemin de la mémoire. C'est un livre publié par Flammarion Jeunesse, justement. Non, mais il y a la possibilité, là, c'est sur l'antisémitisme, c'est bien cela ? Négationnisme. Et qui, ici, nous conduit à dire que le Panthéon est un moment aussi qui permet d'aborder des sujets qui pourraient paraître extrêmement complexes, mais qui, par la médiation des enseignants, des enseignantes, et de tout le monde, en fait, à partir du moment où on fait une démarche sérieuse, est nécessaire. Et c'est même l'attente des élèves. Alors,
Je dirais, je pense évidemment aux enseignants avec qui que je côtoie, que je côtoie. Je dirais oui, c'est une attente. En fait, avec Guy, on est à chaque fois étonné, je crois, de ces interventions, parce que on se rend compte, la plupart du temps, vraiment, c'est très rare que ça ne fonctionne pas. Que dès qu'on commence, même ceux, j'ai eu des enseignants qui m'ont dit, la dernière intervention que j'ai faite à 700 km de Paris, une enseignante m'a dit, c'est une classe où je n'ai jamais entendu la voix de certains élèves, pardon. Et ils sont venus, ils ont levé le doigt. Elle a entendu leur voix pour la première fois. Et là, une autre fois, je me suis encore dit, mais c'est incroyable. Alors, l'engouement, c'est plus l'intérêt. On est justement dans l'avenir avec le Panthéon. Et c'est ça qui est important, c'est aussi honorer ces thèmes, comme vous le disiez tout à l'heure, pour les élèves. C'est eux, demain, qui vont incarner. Mais c'est aussi, et on ne cesse d'insister sur ça, montrer ce que sont les réseaux sociaux. Montrer comment on s'informe si on s'informe sur les réseaux sociaux. C'est la première génération qui... sa principale source d'information, ce sont les réseaux sociaux. Et quand on sait que, par exemple, quand Samuel Paty a été assassiné, qu'il y a eu cette photo, les élèves du collège du Bois d'Aulnay, d'autres ont appris l'assassinat de Samuel Paty par cette photo que je ne détaille pas, qui a été likée des centaines et des milliers de fois, quoi. Donc vous voyez, il faut toujours revenir comme sur ce débat de la liberté d'expression. Et quand on l'expose avec ses sources historiques et le cours de Samuel Paty, les collégiennes d'origine musulmane sortent de la classe avec une toute autre histoire. On n'est pas dans l'instrumentalisation, et c'est ça qui est important pour cette panthéonisation éventuelle. Et j'espère. Oui, faut prendre du recul, on le sait bien, et le succès de France Culture, d'ailleurs, merci à toutes et merci à tous, c'est aussi cela, c'est vouloir se poser, prendre le temps, parce que l'argumentation a besoin aussi d'être développée face à des sujets qui pourraient paraître complexes. Il faut parfois du temps, et ça c'est nécessaire, et c'est même un plaisir de pouvoir le développer. Henri Rousseau, vous avez évoqué les débats possibles et probables, d'ailleurs, autour de la panthéonisation de Samuel Paty que le collectif demande. Parmi les questions, ça va être, mais pourquoi panthéoniser quelqu'un qui est victime de quelque chose? Parce que l'idée, c'est de reconnaître les valeurs d'une personne parce qu'elle a agi, parce qu'elle a fait quelque chose. Alors Samuel Paty a agi en tant qu'enseignant, mais victime d'un attentat. Quels sont les arguments qu'on peut avancer face à une telle question ? Il y en a deux. Le premier, c'est de renverser exactement ce que vous venez de dire. S'il a été victime, c'est parce qu'il a agi, précisément. Donc c'est pas tant, on ne fait pas entrer les victimes au Panthéon. D'ailleurs, je le dis puisque j'ai en charge la création d'un mémorial national des victimes du terrorisme. La place des victimes du terrorisme dans leur ensemble, si je puis dire, sera là. Là, il ne s'agit absolument pas de ça. Il s'agit de faire entrer quelqu'un, évidemment, qui a été victime d'un acte terroriste, mais qui est victime parce qu'il agissait en connaissance de cause, il agissait en connaissant les risques, et donc c'est là où il y a un geste fort à promouvoir. La deuxième chose, c'est sur le Panthéon lui-même. Alors bien sûr, c'est un argument qu'on entend, que j'entends d'ailleurs, qui est tout à fait légitime. Ce sont les grands hommes et quelques femmes qui entrent au Panthéon. Ce sont des gens qui n'ont pas été des victimes, mais des agissants, des acteurs. Oui, mais il y en a beaucoup quand même qui ont été exactement dans la même situation que Samuel Paty. S'ils entrent au Panthéon, c'est parce qu'ils ont été, c'est qu'ils ont agi et ils ont été des martyrs. Il y en a beaucoup des martyrs quand même au Panthéon. Si on prend les résistants par exemple, il y a Jean Moulin, il y a Brossolette, il y a Jean Zay. Jean Zay par exemple, pourquoi il est au Panthéon? Pour ce qu'il incarne. Pour ce qu'il a fait, bien sûr, et parce qu'il a été une victime, mais c'est parce qu'il incarne quelque chose. Donc le choix, et là aussi on pourra revenir, comment ça marche le Panthéon, hein. Le Panthéon, on n'entre pas au Panthéon en remplissant un formulaire et en cochant des cases. Il y a quelque chose de très subjectif dans le choix du Panthéon, surtout depuis l'entrée de Jean Moulin en 64. On a eu des extraits du discours de Malraux. Pourquoi? Parce que c'est devenu, je vais le dire avec des guillemets, un peu le domaine réservé du président de la République. Donc il y a un choix subjectif, il y a un choix politique, donc il y a une expression de valeur politique en faisant tel ou tel choix.
il faut enlever. Alors, j'ai répondu sur la question des victimes. Il y a beaucoup de victimes au Panthéon, mais qui sont là parce qu'ils ont agi. Et puis, il faut aussi combattre un peu cette idée. Le Panthéon, c'est pas un échantillon sociologique de la France. C'est pas du tout ça. Ce sont des choix qu'on fait. Et il faut non pas que les panthéonisés soient représentatifs, ça c'est un terme très contemporain, mais encore une fois qu'ils incarnent. Or, beaucoup de ceux qui sont au Panthéon incarnent, et on peut dire, oui, mais pourquoi lui, pourquoi elle, et pas un autre ? C'est ce choix qui est important, et c'est ce choix qu'il faut défendre. Et là où on peut espérer, puisque oui, moi aussi, je fais partie à titre personnel du comité de soutien de la panthéonisation de Samuel Paty, il faut espérer justement que le président de la République s'empare de ces arguments et les fasse siens en tant que plus haut représentant de l'État. C'est ça l'objectif. Avec ici, c'est vrai, toute cette réflexion sur comment une personnalité entre au Panthéon. Joël Alazard ? On a beaucoup panthéonisé en fait de résistants, ce qui est formidable, c'est aussi une boussole pour le présent, mais je pense que ces panthéonisations, en quelque sorte, font écran sur l'histoire du Panthéon, et pour rebondir sur les propos d'Henri, on a aussi une tradition ancienne au Panthéon, effectivement, d'avoir honoré des serviteurs de la République, ou ceux qui incarnaient l'idée républicaine, à des moments justement où elle était en crise ou menacée. Je pense par exemple à Alphonse Baudin sur la barricade, qui résiste en fait au coup d'État de 1851 de Louis-Napoléon Bonaparte, dont les républicains après ont construit une figure héroïque, mais en fait Baudin se prend juste une balle perdue. Mais en revanche, sa mort signifie quelque chose, il représente quelque chose, il est un serviteur de la nation qui est mort pour ses idéaux. Donc panthéoniser Samuel Paty, finalement, ce serait un peu dans le même sillage, rendre hommage à quelqu'un qui a tenu bon pour les valeurs de la République. C'est un peu ce que dit André Malraux en 1964 dans son célèbre discours pour l'entrée de Jean Moulin au Panthéon. C'est « Entre ici avec ton terrible cortège ». Donc c'est le terrible cortège. C'est tout ce qu'il y a derrière, ce qu'il incarne. Et on pourrait même pousser la réflexion pour la Première Guerre mondiale avec la figure de Maurice Genevoix. Revenez, tout remonte à la surface. Je n'ai même pas besoin de revenir, mais là vraiment, n'est-ce pas, c'est jalonné de souvenirs d'amitié et de souvenirs inguérissables, parce que je ne me suis jamais consolé de la perte de ces garçons-là. Je l'ai dit, je ne me rappelle plus quand, mais je le pense profondément, c'est que je crois que jamais hommes vivants n'ont eu autant besoin les uns des autres et n'ont été à ce point fraternels. Alors retrouver, n'est-ce pas, le souvenir de frères très chers, certains même, qui ont compté dans ma vie. Comment voulez-vous que ça n'émeuve pas profondément, surtout que ça s'accompagne de la pensée de la mort, enfin. Je me rappelle un mot du discours de réception de Maréchal Juin à l'Académie française, qui parlait de héros involontaires. Évidemment, ils n'avaient pas la vocation de l'héroïsme, mais ils se sont comportés vraiment héroïquement. Alors qu'ils aient été héros involontaires, ils ont été quand même des héros, et il faut quand même pas trop l'oublier. Nous étions en 1978 avec Maurice Genevoix, poète, écrivain. Nous étions 2 ans avant son décès. Maurice Genevoix qui est entré au Panthéon en 2020. Henri Rousseau, ici, ces évocations-là font écho à ce que nous échangeons aujourd'hui autour de Samuel Paty. Oui, parce que l'un des arguments, c'est notamment celui que j'ai employé, c'est l'idée de faire entrer au Panthéon des héros ordinaires. Alors, le mot héros ordinaire peut paraître un peu contradictoire, mais c'est pas du tout contradictoire, c'est très important. Je vais prendre un exemple de quelqu'un qui n'est pas un héros ordinaire, mais c'est celui de Jean Moulin. Pour nous, il paraît presque évident que Jean Moulin soit au Panthéon. Jean Moulin, c'est l'unificateur de la résistance, c'est le représentant du général de Gaulle, c'est peut-être le résistant le plus connu aujourd'hui en France. Quand il entre au Panthéon, c'est absolument pas le cas. C'est absolument pas le cas. Et l'initiative même de faire entrer Jean Moulin au Panthéon n'appartient pas au pouvoir politique. Donc il y a toute une histoire sur laquelle je ne vais pas m'étendre aujourd'hui. C'est le fait qu'on fait entrer, alors évidemment une figure majeure de l'époque, c'est en le faisant entrer au Panthéon qu'il va devenir l'incarnation de la résistance.
résistance plutôt gaulliste. Bon, voilà, pour aller vite. Mais donc, le fait de faire entrer quelqu'un au Panthéon, c'est pas simplement un hommage rendu à quelque chose qui a été fait et qui est reconnu par tous, c'est de promouvoir une figure pour qu'elle incarne à l'avenir, j'insiste toujours sur cette idée, quelque chose qui peut représenter ce que l'on veut dire de la France d'aujourd'hui et de demain. Voilà. Le cas de Moulin, alors encore une fois, c'est pas un héros ordinaire, mais c'est tout à fait emblématique. C'était pas lui qui devait entrer au Panthéon. Si on devait faire entrer un résistant à l'époque, il y avait d'autres choix. Il y avait Daniel Casanova, il y avait Brossolette déjà, qui est figure socialiste, il y avait Honoré d'Étienne. Il y en avait plein. Jean Moulin a fait, une histoire un peu particulière, a fait consensus, et aujourd'hui il incarne, mais sans la moindre contestation, ce qu'est la résistance française. Je ne vais pas comparer Paty à Moulin, soyons sérieux. Par contre, on peut dire Paty peut devenir l'incarnation aujourd'hui de ce qu'est un héros ordinaire. C'est ce qu'il manque au Panthéon. Il manque ces héros ordinaires, au sens des héros du quotidien, des héros qui, c'est ce que j'ai dit dans ma tribune, qui sont des héros ordinaires dans des périodes ordinaires. Beaucoup des panthéonisés, enfin notamment on a une référence aux 2 guerres mondiales, à des événements exceptionnels, comportements exceptionnels. C'est l'histoire. Là, il s'agit de tout à fait autre chose. Dans le monde d'aujourd'hui, dans le quotidien d'aujourd'hui, dans un monde qui est totalement bouleversé, mais qui n'est pas, pour l'instant encore, je l'espère, un monde en guerre. Panthéoniser quelqu'un comme Samuel Paty, c'est donner un écho à ces gestes de résistance au quotidien pour que la démocratie continue de survivre. Valérie Gounet. Alors oui, évidemment, ce que dit Henri, vous imaginez que je suis complètement d'accord avec lui. Un héros involontaire, c'est exactement ça. Ce qu'est Samuel Paty, un héros discret. C'est-à-dire qu'il faut pas l'oublier non plus, quoi. Hein. Il a choisi d'être enseignant au collège, il l'a choisi, vraiment, justement pour affronter au bon sens du terme cette génération. Et il a été menacé, Samuel Paty. Il a été menacé. Il le savait qu'il était menacé par une fatwa numérique. Et justement, on lui a proposé une protection et il a refusé. Il voulait y aller jusqu'au bout et ne pas plier sous ce poids. Et c'est ça, il faut pas l'oublier dans l'histoire. C'est vraiment très important, quoi, parce que cet homme se battait pour ses élèves, pour la laïcité, pour les valeurs de la République, de la nation, etc. Et c'est ça qu'on met aussi en avant pour le comité Samuel Paty. Et ça, c'est fondamental aussi. Se battre aussi pour pouvoir développer l'esprit critique chez les jeunes gens, parce que la volonté ici, et on le voit bien avec l'assassinat de Samuel Paty, c'est d'empêcher un spécialiste, en l'occurrence un enseignant, d'apprendre aux enfants l'esprit critique. Joël Alazard, on voit que ce qu'a pu faire Samuel Paty, mais comme le font tant et vraiment partout en France, sans cesse, chaque jour, de profs, c'est d'apprendre aux élèves à être vigilants face à ce qui leur arrive. Et en contrepartie, ceux pour qui l'intention serait de manipuler n'ont aucun intérêt à ce que ce métier puisse se faire de manière sereine. Oui, je pense que c'est pas un hasard si justement on a de plus en plus de pression sur notre métier, parce que justement c'est le rôle central qu'ont les professeurs en fait de la République. Et moi je n'arrête pas de repenser au cours de Samuel et à ces fameuses caricatures de Charlie Hebdo. Les 2 premières sont souvent montrées, c'est la 3e en fait, celle de Coco, qui a suscité une émotion beaucoup plus forte, mais en fait son cours était particulièrement bien problématisé. Il s'agissait de faire travailler les élèves sur être Charlie Hebdo, publier les caricatures, ou ne pas être Charlie Hebdo, ne pas publier les caricatures. Il leur avait fait un premier cours d'introduction avant, avec des généralités sur la liberté d'expression en France. Et là, il s'agissait de faire débattre les élèves sur la liberté d'expression, mais aussi sur les tensions qu'elle peut faire naître. Et on voit très très bien dans le PowerPoint qu'il avait fait remplir aux élèves que le débat avait eu lieu, etc. Et après, il reprenait en expliquant que le blasphème n'existait pas en France. Finalement, il reprenait le cours et les programmes. Voilà, il faisait juste son métier, mais vraiment de manière convaincue, avec des documents. On se sert beaucoup de documents, c'est aussi ce qui fonde notre métier, c'est ce qui fonde l'étude critique, le discours historique, et il était parfaitement dans les clous, en fait. Oui, d'ailleurs, ce n'est pas
si étonnant que cela s'adresse à des enseignants. C'est une chose, et qui plus est en histoire, parce que nous le voyons bien avec ce regard à porter sur la contextualisation, sur l'évolution des choses, sur la critique aussi, bien sûr. Cela pose problème, peut troubler ceux qui ne veulent pas qu'il y ait d'esprit critique. L'histoire, c'est une science magnifique. L'histoire, c'est, pour le cours de l'histoire, nous le voyons bien, cet appétit de découvrir le passé, mais aussi, évidemment, de comprendre le présent. L'histoire, ici, définie par Marc Bloch, apologie pour l'histoire ou le métier d'historien. Votre arrière-grand-père allait entrer au Panthéon. C'était un peu une surprise, en fait, cette entrée au Panthéon. C'est vrai que, contrairement à beaucoup de panthéonisés, nous, la famille, n'avions jamais fait de comité pour la panthéonisation de Marc Bloch. Et alors, il y avait un comité en 2006, avec 17 historiens qui avaient signé une tribune dans le Figaro, une supplique au président de la République, c'était Chirac à l'époque, en parallèle d'un autre appel à la panthéonisation, qui était celle de Dreyfus, qui fait peut-être plus écho à l'histoire de Samuel Paty. Marc Bloch, en fait, nous avons été contactés 3 semaines avant l'annonce de la panthéonisation, début novembre 2024, pour nous demander si on souhaitait panthéoniser Marc Bloch. Donc en fait, c'était une immense surprise. Évidemment, c'était un peu dans les tuyaux, on y pensait, mais bon, on pensait qu'après l'échec de 2006, finalement, ça ne se ferait pas. Oui, parce qu'en 2006, c'est vrai qu'il y avait eu tout un discours aussi autour de l'utilisation, de l'instrumentalisation de l'histoire des figures avec Marc Bloch. Nous le savons tous, hein, dans le monde des historiennes et des historiens, quand on nous posait la question, mais qui mettre au Panthéon un nom, très souvent c'était le nom de Marc Bloch qui arrivait. Joël Lazare, je vous vois sourire, mais c'est vrai que nous l'avons tous et toutes vécu, c'est sûr. Bien sûr, on s'est tous construits en tant qu'étudiants avec les livres de Marc Bloch. Alors on les a pas forcément lus dans le même ordre. Certains ont commencé par l'étrange défaite, d'autres par l'apologie pour l'histoire. Quand on avait un tropisme pour l'histoire médiévale, on a souvent commencé par les rois thaumaturges ou la société féodale, mais effectivement pour nous c'était une figure marquante de l'historiographie et pour son engagement. Et en fait il y a une cohérence de l'homme, une rigueur intellectuelle, un courage sur toute sa vie auquel on a toujours été sensible. Et je trouve que c'est très très beau ce qui se passe là avec la panthéonisation de Marc Bloch. Il y a quelque chose de complètement inédit en fait. C'est-à-dire que grâce à la famille, grâce à Mathis Bloch, grâce à Suzette Bloch, à tous les membres de la famille qui nous ont aussi demandé de faire de cette panthéonisation une cérémonie populaire, on s'est très très tôt là mis au travail, tous, universitaires, chercheurs, enseignants. Il y a des dizaines de projets qui sont menés partout en France et cette panthéonisation en fait elle est déjà en marche. La cérémonie vraiment du 23 juin, ce sera l'acmé. Et je pense qu'en plus après ça s'arrêtera pas là parce qu'on a produit tellement de ressources, de fiches, d'expositions. Les étudiants de master de Paris 1 à Ulm, la PSG en a fait une là qui est en train d'être maquettée par le CMN. On produit des outils durables et on va pouvoir continuer à parler de Marc Bloch en cours, en collège, en lycée, dans toutes les séries, dans le sup, et expliquer le sens de sa panthéonisation. Avec Mathis Bloch aussi une évolution de la figure de Marc Bloch, c'est-à-dire que Marc Bloch, historien tel que vient de le présenter Joël Lazare, il y a Marc Bloch résistant, mais les deux sont les mêmes en réalité, nous le savons bien, mais dans la réception du public, il y a une évolution aussi malgré tout, ne serait-ce que qui est Marc Bloch. La panthéonisation, c'est déjà cela. Oui, c'est véritablement le premier enjeu de la panthéonisation de Marc Bloch, c'est mieux le faire connaître. Hein. Marc Bloch, c'est quand même un inconnu un peu de la République pour beaucoup d'entre nous. Alors, au cours de l'histoire, évidemment, on le connaît très bien, mais en fait, c'est beaucoup moins acquis dans le grand public. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui a causé préjudice en 2006, je pense, ce défaut de notoriété. Oui, Marc Bloch, c'est un résistant, un historien. C'est aussi, pour beaucoup, l'auteur d'étranges défaites. Et c'est pas un hasard que dans le discours du président de la République, qui est construit en 3 paragraphes en fait sur cette annonce de la panthéonisation de Marc Bloch, le premier porte sur l'historien et le juif optant, le troisième sur le résistant et le deuxième sur l'étrange défaite. C'est un livre qui a véritablement porté Marc Bloch à un public extérieur à celui de l'université, à celui des historiens. L'étrange défaite, qui est un témoignage écrit en 40, écrit à chaud par Marc Bloch, qui raconte l'humiliation de la débâcle telle qu'il a vécu dans l'armée française,
Et puis aussi les analyses des causes de cette défaite, notamment du commandement militaire. Et puis Étrange défaite, depuis les années 90, je dirais, redécouvert en fait, après de toute une série d'échecs éditoriaux. 1990, c'est le folio, c'est un véritable succès éditorial. Et c'est à ce moment-là que Marc Bloch va entrer dans le monde des élites politiques, médiatiques, française, jusqu'à amener à cette panthéonisation aujourd'hui. Avec une série du cours de l'histoire consacrée à Marc Bloch en 4 épisodes, à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France, bien sûr, parce qu'il fallait aussi revisiter dans le cours de l'histoire la figure de Marc Bloch, son travail d'historien et sa pensée juif optant. Vous avez dit Mathis Bloch, c'est-à-dire qu'au moment où l'Alsace-Lorraine, l'Alsace-Moselle deviennent allemandes, eh bien, certains font le choix de venir en France, et le choix très net ici, qui nous fait réfléchir aussi au choix de la panthéonisation. Vous l'avez évoqué, Henri Rousseau, comment ça se décide tout cela? Parce que là, dans ce que nous disait Mathis Bloch, c'est vraiment une décision présidentielle. Oui, alors encore une fois, je dis, il n'y a pas de mode d'emploi pour entrer au Panthéon. Depuis Jean Moulin, c'est le domaine du président de la République. Mais c'est aussi, il faut qu'il y ait une demande, il faut qu'il y ait une attente, il faut qu'il y ait des gens qui se mobilisent. C'est le cas de Samuel Paty. Donc c'est comme ça que les choses se passent. Alors il y a des figures. Marc Bloch, je suis un historien, toute ma carrière s'est faite, que je le veuille ou pas. Enfin, je le veux d'ailleurs, à l'ombre de Marc Bloch, sur toute l'histoire, le concept d'histoire du temps présent, sur lequel j'ai travaillé quasiment toute ma vie, vient en partie du travail de Marc Bloch. Donc je n'ai pour moi, c'est une figure tout à fait incontestable. Mais là encore, et c'est très intéressant ce que vous disiez, quel Marc Bloch va entrer au Panthéon? Quel est le message qu'on veut donner? Moi, quand je reviens juste sur L'Étrange défaite, que j'ai lu, évidemment, que j'ai lu je ne sais combien de fois, pour moi, L'Étrange défaite, c'est un livre d'historien, mais c'est pas un livre d'histoire. Pardonnez-moi cette petite nuance, mais c'est pas un livre d'histoire, c'est le livre d'un témoignage à chaud de quelqu'un qui s'engage dans son temps, qui est déjà un doublement ancien combattant, qui s'engage. Et si j'ai envie de dire, si on fait entrer ce Marc Bloch-là au Panthéon, celui de L'Étrange défaite, pas celui de l'Apologie pour l'histoire, encore qu'on peut pas les séparer, moi, alors je le dis encore une fois en tant que citoyen plus qu'en tant que historien, j'aimerais bien que les leçons de L'Étrange défaite soient appliquées non pas simplement au Panthéon, mais dans notre politique étrangère, dans notre politique tout court, et dans l'avenir de ce qu'est aujourd'hui la France et l'Europe. Voilà, c'est presque une obsession de revenir toujours sur demain plutôt que sur hier. Mais c'est pour ça que je me réjouis aussi de la panthéonisation de Marc Bloch. Pas simplement parce que je suis historien et que, voilà, c'est un bon choix. Et pour répondre à votre question, il y a pas, encore une fois, il n'y a pas de mode d'emploi. L'un des arguments qu'on entend tout le temps, mais quasiment depuis le début, c'est « Ah oui, mais vous voulez faire entrer Samuel Paty. Oui, mais pourquoi Samuel Paty et pas les autres ?» C'est Samuel Paty. Après, si il se trouve un groupe, une mobilisation en faveur d'un autre, qu'il le fasse. Il n'y a pas encore... C'est ça un peu la particularité. Il y a une espèce de... Comment dire? Il y a une différence, il y a un décalage, on va dire, entre ce que représente le Panthéon. C'est vraiment quelque chose... Voilà, c'est quasiment le sommet de la notoriété, ou l'acquisition de la notoriété, et la manière dont on y entre. Il y a quelque chose... D'ailleurs, que je trouve plutôt... Pardonnez-moi, ça me vient à l'esprit, plutôt sympathique. Ça n'est pas une procédure bureaucratique. Non, il y a quelque chose, voilà. Il y a un mouvement qui se fait, il y a une intuition, il y a un sentiment qui se fait à un moment donné. Une panthéonisation est toujours liée à un contexte, c'est une banalité, mais il faut le dire. Ça prend ou ça ne prend pas, bien sûr. Le président de la République, le chef de l'État, quel qu'il soit, va accepter ou ne va pas accepter. Mais là, voilà, pour en revenir pour le coup à Paty, je pense qu'il y a un contexte favorable pour ça. Et puis avec ici un écho aussi vers l'avenir, parce que la panthéonisation de Marc Bloch, ce n'est pas l'aboutissement de tout et tout cela, c'est ce qu'évoquait Joël Alazard, ça va continuer. Je cite juste l'ouvrage dirigé par Florian Mazel et Yann Potin, Marc Bloch, l'histoire en résistance. Mathis Bloch, vous l'avez constaté aussi, j'imagine, dans votre famille, où il y a les archives Marc Bloch, l'intérêt aussi que cela suscite, parce que la redécouverte de Marc Bloch stimule la réflexion, il y a quelque chose de très vif, et donc l'intérêt produit aussi du savoir qui construit ce lien qui nous unit tous et toutes, ce goût pour l'histoire, mais aussi cette compréhension, ou en tout cas cette tentative de compréhension du présent.
Oui, même pour les historiens, Marc Bloch n'est pas une figure totalement connue, maîtrisée, et le livre d'ailleurs de Florent Mazel et Yann Potin permet de redécouvrir certains aspects de Marc Bloch qu'on a pu avoir tendance à écarter, oublier. Faut pas oublier que Marc Bloch, même pour les historiens français dans la seconde moitié du XXe siècle, avant les années 90, c'était pas une évidence. La première biographie de Marc Bloch, c'est plus de 40 ans après sa mort. La première biographie illustrée et grand public, c'est mon grand-père Étienne Bloch qui l'a écrite. La biographie impossible, car en l'absence d'archives, Étienne estimait que c'était impossible de faire une biographie parfaite de son père. Étienne était quelqu'un d'assez exigeant, comme son père, je pense. Et puis, le premier documentaire sortira seulement juste après la cérémonie du Panthéon. Marc Bloch, c'est quelqu'un qui, avec cette cérémonie, va être amené à être découvert, et aussi d'ailleurs, je souligne, parce que je pense que c'était important pour la famille, sa femme aussi, Simone Vidal, totalement oubliée, qui va entrer avec lui au Panthéon, et sans qui Marc Bloch n'aurait jamais pu avoir à la fois cette carrière d'historien et surtout cet engagement dans la résistance. Père de 6 enfants, c'était impossible pour lui d'abandonner toute sa famille sans la présence de Simone Vidal, et puis surtout qu'il a aussi relu ses notes, archivé, etc. C'est aussi une entreprise, Marc Bloch, une entreprise familiale. Merci beaucoup de l'évoquer. Effectivement, vous avez raison, parce qu'à côté du chercheur, il y a souvent la chercheuse. Valérie Gounet. Oui, là, très rapidement, justement, il y a des verbes qui sont importants, là, qui viennent d'être prononcés. Redécouvert et découvert. La différence fondamentale, elle est là, même si la démarche est la même avec Samuel Paty, c'est qu'on ne va pas le redécouvrir et on ne va pas le découvrir logiquement. On va perpétuer l'homme et son souvenir. Et c'est ça, on se bat dans ce comité pour ça, justement. Parce que, comme je le disais dès le début de l'émission, la mémoire de cet homme, il ne faut pas l'oublier, son nom. Et vous voyez, il y a vraiment cette différence qui est entre les deux objectifs de panthéonisation. Moi aussi, je suis assez obsédée par l'histoire contemporaine, je suis désolée. Mais c'est ça. Samuel Paty, c'est l'avenir aussi. Marc Bloch, oui, bien sûr, c'est pas. Mais il y a aussi ces différences qu'il faut souligner par rapport à ces deux objectifs qui restent les mêmes, mais qui ont aussi, j'allais dire, un monde parallèle différent. Oui, et puis on le sait bien, faire de l'histoire, c'est travailler sur le temps, sur les générations. Enseigner, c'est également le cas, parce que tous les ans, il faut reprendre à zéro. Ce qu'on a appris à des élèves l'année précédente, faut le refaire, puisque ce ne sont pas les mêmes élèves. C'est sans cesse répété, mais ça, c'est la clé de la pédagogie. Transmettre aussi, et pour transmettre la mémoire et l'action, je le dis, de Samuel Paty, il y a le prix Samuel Paty. On a les deux Marianne qui se font face et donc qui soufflent des mots, qui symbolisent la laïcité. Donc on voit conviction, on voit lutte, égalité, neutralité, partage. Partage, c'est un mot qui est énormément revenu. On l'avait trouvé dans des petites phrases de la charte de la laïcité. Et sur les robes des Marianne, on avait fait des fleurs avec la couleur de la France. La laïcité, ça reste vraiment compliqué et abstrait pour eux. Et le fait de passer par l'art visuel, le fait de travailler ensemble, ça leur a permis de monter un projet dans lequel ils étaient vraiment investis. C'était un prof de histoire-géographie. Il faisait juste son travail et un monsieur, il est venu et il l'a assassiné. Moi, je trouve que ça se fait pas. Nous étions ici en 2024, 4 ans après l'assassinat de Samuel Paty. Un reportage de France Inter sur le prix Samuel Paty. Joëlle Alazard, vous nous le présentez d'ailleurs, ce prix, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Alors, c'est un prix qui a été fondé par la PSG, l'Association des professeurs d'histoire-géographie, à la suite, en fait, de l'assassinat de Samuel, parce qu'on cherchait ce qu'on pouvait faire. Et on s'est dit rapidement qu'on allait faire un prix d'EMC avec un thème annuel. L'EMC, parce qu'on a des acronymes, et pour les non-enseignants qui nous écoutent, c'est insupportable, c'est l'éducation, l'enseignement moral et civique. Et donc, ce qui a suivi l'éducation civique, enseignement moral et civique. Et donc, c'est un thème annuel que l'on choisit dans le cadre d'un jury. On réfléchit beaucoup à ce qu'on veut proposer aux élèves et on récompense en fait des classes qui ont livré des productions collectives. Et on a des classes donc de toute la France là pour l'édition 2026. On a 170 classes qui sont inscrites de cycle 3, de collège, de lycée. Et on va bientôt avoir les travaux. Et tous les ans,
on rend hommage aux travaux de ses élèves. C'est une cérémonie pour se souvenir de Samuel, mais c'est aussi une cérémonie pour célébrer les valeurs qui nous unissent dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Et c'est une joie de voir les lauréats qui sont récompensés et qui montent sur la scène chaque année. Oui, avec la qualité du travail. Seulement pour préciser que le cycle 3, ce sont les dernières années de maternelle. Donc c'est incroyable d'entendre ces voix, parce que c'est peut-être aussi un acronyme par rapport à d'autres personnes, même si beaucoup ont des enfants, quoi. On est à la maternelle. La maternelle, et puis à travers les différentes classes, jusqu'au lycée et même au-delà, il y a ici des productions considérables et on voit cette vivacité de réflexion. Mais dans la mise en place d'un tel prix, c'est vrai qu'il y a un enjeu majeur et qui dépasse l'école. La panthéonisation de Samuel Paty, c'est aussi, je le vis ainsi, légitimer cette démarche-là, c'est-à-dire rajouter à l'importance d'un prix comme Samuel Paty. Travailler sur une figure, c'est aussi, s'il est panthéonisé, une figure qui a reçu la reconnaissance de la nation. Oui, tout à fait. Je me rends compte que j'ai pas donné le titre du thème annuel, c'est débattre pour faire vivre la démocratie, justement. On reste vraiment dans le sillage du cours de Samuel. Et oui, en fait, nous, dans le comité, on est convaincus qu'on a panthéoniser des hommes et des femmes immenses, des figures glorieuses, des héros. Il faut aussi maintenant qu'on panthéonise en fait les sentinelles de la République, ceux qui ont été victimes en fait d'attaques alors qu'ils étaient dans leur fonction, alors qu'ils faisaient leur métier, alors qu'ils faisaient tenir la République au quotidien. Donc bien sûr, il existe déjà des cérémonies, il existe des initiatives comme notre prix pour que Samuel Paty ne soit pas oublié. Mais le Panthéon, c'est différent. Le Panthéon, c'est un acte de construction nationale. C'est quelque chose de très durable. C'est pas du tout l'équivalent de toutes les initiatives qui existent à ce jour. Avec ici ce regard apporté sur le symbole qu'est le Panthéon, Henri Rousseau, vous nous le disiez tout à l'heure, bien sûr dans des moments d'intensité, d'événements, les guerres par exemple, l'action héroïque ou en tout cas l'action vient plus facilement ou elle s'impose à nous. Vous êtes l'auteur de La France sous l'occupation, Henri Rousseau, ça c'est dans la collection La Bibliothèque à remonter de temps aux éditions du Cerf. La France sous l'occupation, on le voit bien, ces petits gestes de la résistance, d'ailleurs souvent minimisés, transporter une lettre, faire un V sur un mur, c'est un acte de résistance et puis jusqu'à Jean Moulin. Dans le cas de Samuel Paty, nous avons une victime du terrorisme. Sa famille est victime du terrorisme et j'ai presque envie de dire la nation. Enfin, tous et tous sommes victimes du terrorisme. Où en est-on aujourd'hui du musée mémorial du terrorisme qui un temps devait s'installer du côté du Mont Valérien, donc au lieu effectivement de la résistance ou en tout cas de cette mémoire-là. Aujourd'hui, où en sommes-nous ? Pour aller vite, parce que c'est un peu un autre sujet, mais oui, le président de la République a décidé que le nouveau site ne serait plus le Mont Valérien, qui posait un certain nombre de questions, la principale étant le coût. C'était un monument historique, je ne vais pas entrer dans les détails. Depuis septembre, nous savons que ce musée mémorial sera installé au cœur de Paris, sur une des parties désaffectées de la caserne Lorcine, qui se trouve pas loin du Val-de-Grâce, près de Port-Royal. Nous en sommes à ce que nous attendons les derniers arbitrages. Je ne vais pas entrer dans les petites considérations administratives qui sont toujours très complexes. Nous attendons les derniers arbitrages pour pouvoir lancer un nouveau concours, à la fois d'architecture et de scénographie, pour un musée mémorial dont l'essentiel du propos d'ailleurs n'a pas fondamentalement changé depuis le début, mais qui devrait ouvrir. Alors je veux pas dire une date parce que c'est un peu aléatoire, mais ça dépend des travaux, mais quelque part vers 2030. Voilà. Et ce musée mémorial est attendu notamment par les familles de victimes, et les victimes elles-mêmes, tous ces gens qui ont été touchés par le terrorisme, avec la complexité de ce mot terrorisme. Je le disais, vous êtes l'auteur de La France sous l'occupation. Henri Rousseau, c'est un moment où on parlait aussi de terrorisme pour désigner Manouchian qui depuis est au Panthéon.
Oui, mais justement, si on fait un musée mémorial, c'est pour expliquer les choses et pour expliquer la complexité. Juste m'arrêter sur ce terme. Depuis que je suis historien, même à la retraite, j'ai toujours entendu dire, y compris les collègues, « Oh là là, mais c'est complexe !»« Oh là là !» Oui, mais oui, oh là là, c'est complexe. Mais justement, c'est notre rôle de simplifier la complexité pour qu'elle soit accessible. Alors, je l'ai fait comme historien, un peu comme enseignant, et là, le musée, c'est exactement ça. Et dans le musée, je reprends quand même, je reviens à Samuel Paty. Dans ce lieu, Samuel Paty est présent à plusieurs titres. Il est présent en tant que victime du terrorisme, puisque nous construisons un mémorial national des victimes du terrorisme depuis une 50aine d'années. Donc évidemment, Samuel Paty y a toute sa place, mais nous construisons également un musée pour expliquer ce qu'est le terrorisme, et pas simplement le terrorisme. Le terrorisme ne se réduit pas à l'attentat. Le terrorisme, c'est d'abord les victimes, bien sûr, mais c'est aussi des effets sociaux. C'est toute une société qui est bouleversée par le terrorisme. Et Samuel Paty, on l'a pris évidemment, avec Dominique Bernard et d'autres, l'école de Toulouse, l'école juive de Toulouse, comme un symbole d'une école qui est à la fois une cible pour le terrorisme djihadiste, c'est quand même une évidence, et aussi un lieu de combat et de résistance à ce terrorisme djihadiste. Donc voilà, on est en parfaite, et c'est pour ça que moi je suis, à titre personnel, je le précise, d'accompagner le comité de pilotage pour la panthéonisation de Samuel Paty, parce que ce sont des choses qui sont concordantes. Le terrorisme aujourd'hui, je reviens encore à mon idée obsessionnelle depuis le début, c'est pas simplement un problème d'hier, c'est un problème de demain. Et juste un mot sur Marc Bloch, parce que j'y pense. Marc Bloch a défini l'histoire de manière extrêmement simple. C'est pas la science du passé, c'est la science du changement. Ça change tout. Ça change tout dans la manière d'appréhender ces questions-là. Dites-moi, Mathis Bloch, d'ailleurs, dans cette science du changement, il y a toutes ces évolutions aussi, on l'entend bien. Est-ce qu'à un moment, la figure de Marc Bloch échappe à ce qu'il est lui-même? Alors nous lisons ses ouvrages, mais nous voyons comment son image, je peux pas dire récupérée parce que ce n'est pas le mot, mais est affichée avec ici une volonté aussi qui pourrait échapper à ce qu'il était lui-même. La question, c'est qui était Marc Bloch, forcément. Et comme on a tout ce problème biographique, c'est difficile de savoir, mais quand même Marc Bloch, c'est des valeurs simples, c'est une volonté, de mettre l'histoire au cœur de la société. Et je pense que les Annales, d'ailleurs, c'était ce projet-là à la base, c'était une revue d'information pour les hommes d'action, pour mettre l'histoire au cœur de la société. Voilà, Marc Bloch, c'est le premier historien à rentrer au Panthéon, en tout cas, histoire de métier, parce qu'on peut dire que Jaurès était historien, mais bref. Et je pense que c'est quand même un symbole très fort, c'est l'histoire et l'essence sociale qui rentre au Panthéon, c'est l'occasion de mettre l'histoire au cœur de nos préoccupations. Et en tout cas, pour la famille, ce serait sûrement le message à faire porter, au-delà de cet engagement héroïque dans la résistance, qui mériterait d'être mieux connu. Et en fait, on découvre encore de nouvelles choses aujourd'hui. Et ça, c'est grâce à la panthéonisation aussi. Donc, l'histoire, en tout cas, historien au Panthéon, le premier en tant que tel, parce qu'effectivement, Jean Jaurès, historien, bien sûr, enseignant au Panthéon, mais là aussi, on va trouver d'autres figures, mais peut-être pas aussi enseignant que l'était Samuel Paty. Et merci d'avoir évoqué Dominique Bernard, qui également a été victime de cette violence terroriste, parce que c'est cela, et surtout stimuler la volonté de comprendre et de savoir cette complexité, Henri Rousseau, que vous évoquiez. Nous la mettons chaque jour au cœur du cours de l'histoire, parce que la simplification, c'est la porte ouverte à tous les complotismes. Donc merci vivement à tous les quatre d'être venus dans le cours de l'histoire. Je rappelle Valérie Higounet avec Guy Le Benneret, Crayon Noir, Samuel Paty, Histoire d'un prof. Et puis il y a aussi cette histoire, un procès pour l'avenir, Samuel Paty, un procès pour l'avenir. Henri Rousseau, La France sous l'occupation. Le prix Samuel Paty, Joël Alazard. Et puis... Puis on a un numéro d'historien qui sort aussi là avec un dossier Marc Bloch exceptionnel. Et merci vraiment à tous. Et bon courage pour votre thèse, Mathis Bloch, parce que ça, c'est l'histoire qui est en marche. Merci vivement d'être venu dans le cours de l'histoire. Et nous retrouvons l'historienne Camille Lefebvre. Camille Lefebvre, c'est le fil histoire dans le fil Culture G, le fil histoire aujourd'hui. C'est une excellente question que se pose Camille Lefebvre. Peut-on écrire l'histoire de l'Afrique quand on est une Française blanche? L'écrivain nigérian Chinua Achebe aimait citer ce proverbe. Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, l'histoire de la chasse glorifiera toujours le chasseur.
Beaucoup ont appliqué cette phrase à l'histoire du continent africain et ont posé la question : peut-on faire de l'histoire de l'Afrique depuis les anciens pays colonisateurs ? C'est une vraie question, surtout quand on est une historienne française blanche. En France, l'histoire de l'Afrique a une origine coloniale. Dans les universités, à la Sorbonne notamment, on enseigne dans les années 1950 l'histoire des sciences coloniales, et ce sont ces mêmes enseignements qui deviendront des enseignements d'histoire de l'Afrique. Beaucoup de ceux qui en ont été les premiers professeurs dans les années 1960 étaient d'anciens administrateurs coloniaux. Au moment des indépendances, il existe très peu d'universités en Afrique. C'est dans les anciens pays colonisateurs que sont formés les premiers historiens africains. Dès la fin des années 1960, la première génération émerge. Dans la décennie suivante, des universités s'installent sur le continent, comme l'université Cheikh Anta Diop à Dakar ou l'université d'Ibadan au Nigeria. Si l'on reprend la métaphore de Chinua Achebe, les lions ont désormais leurs historiens. Mais les inégalités liées aux rapports coloniaux perdurent. Les chercheuses et chercheurs européens travaillant sur l'Afrique ont accès à plus d'archives sur le continent que n'importe quelle chercheuse ou chercheur africain. Pourquoi ? Parce qu'une grande partie de ces documents sont en Europe. Et parce que nos institutions de recherche européennes ont des moyens décuplés par rapport à celles du continent. Ces inégalités se retrouvent à toutes les étapes de production et de diffusion de nos recherches. Nos capacités à nous déplacer, avec nos passeports européens, nos possibilités de consulter la littérature existante, qu'elle soit physique ou électronique, mais aussi nos moyens de publier et de faire connaître nos travaux, sont sans commune mesure avec ceux des collègues du continent. En plus, alors que dans d'autres pays européens, des chercheurs issus des régions concernées ont été recrutés, très peu l'ont été en France. Lorsque cette question est soulevée, on répond souvent que la science est universelle, que tout le monde doit pouvoir écrire sur tout le monde. Ce qui est vrai, dans un monde où l'accès au savoir serait équitablement réparti. Et c'est loin d'être le cas. La question n'est pas seulement de savoir qui écrit l'histoire, mais dans quelles conditions elle est produite et quels récits sont écoutés et entendus. Alors, si l'on veut continuer à travailler sur l'Afrique ou sur n'importe quelle partie du monde ayant été colonisée, il faut construire des protocoles de recherche fondés sur une éthique de la réciprocité et transformer nos pratiques professionnelles. Questionnons les préjugés qui hantent nos milieux professionnels. Co-signons des articles et des livres, co-dirigeons des projets avec des chercheurs et des chercheuses du continent. Citons et discutons les travaux faits en Afrique. Faisons circuler la parole. Formons des gens qui ne nous ressemblent pas. Donnons de la place à d'autres. Écoutons davantage les lions et tentons d'éviter de nous comporter en chasseurs. Merci beaucoup Camille Lefebvre. Le fil histoire, c'est à retrouver partout. Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet, à la technique Nicolas Leroulet. Une émission préparée par Chloé Rouillon, Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copé, Sidonie Lebeau, Luce Mourant et Mayouen Guiziou. Le cours de l'histoire à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.